Le parrain de l'actualité. J'aime beaucoup parler d'essais ici à l'émission parce que, bon, c'est bien beau lire des chroniques de 500 mots, là, mais quand même, il faut lire des essais là, qui font des réflexions pas mal plus approfondies. On publie d'excellents essais au Québec, heureusement. Et il y en a un dont je veux à tout prix parler qui s'intitule « Le duel culturel des nations » d'Emmanuel Lapierre. Emmanuel Lapierre, il est entre autres enseignant en histoire et il a publié ce livre-là qui veut, mon Dieu, si je veux résumer, peut-on résumer un essai comme ça en une phrase, mais redonner ses lettres de noblesse au mot nationalisme. Nation. Il est avec nous, Emmanuel Lapierre, bonjour. Bonjour. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps de ça, le nationalisme était un mot qui était, mon Dieu, positif et qui rassemblait beaucoup les gens et qui était porteur là, de grandes valeurs, le nationalisme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, M. Lapierre, mais c'est devenu un mot radioactif. Nationalisme est maintenant signe de fermeture, de xénophobie, de racisme. Vous l'avez vu, ça, j'imagine, ce changement-là autour de ce mot-là? Absolument, parce qu'on n'a pas une si grande différence d'âge, je pense. Et puis moi, quand j'étais jeune, donc je l'ai ressenti tout à fait. Mais on peut ajouter à ça qu'en Europe, cependant, c'était déjà radioactif. Quand ici, c'était encore positif et la vague s'est envenue tranquillement au Québec au cours des 20 dernières années, je dirais. Mais j'ai lu, il y a quelques années de ça, j'avais acheté un essai français, justement, M. Lapierre, qui s'intitulait « La fin de la nation », la mort de la nation. Et l'auteur se réjouissait que c'était fini les nations, c'est terminé, c'est obsolète. Maintenant, on va avoir des gouvernements supranationaux ou alors nous allons être gérés par Apple, Google et Meta. Quelle bonne nouvelle. Et lui se réjouissait de ça. Mais on sent un peu depuis quelque temps le retour du nationalisme. Ben oui, surtout avec la pandémie qui a montré les faiblesses de la mondialisation, effectivement. Donc, on sent qu'un peu partout sur la Terre, dans le monde occidental, donc il y a un désir de retrouver tout à fait là, la nation. La nation, oui. Parce que la nation, ça nous permet, c'est de voter des lois pour nous, pour notre culture, notre histoire et tout ça. Et vous dites là-dedans que la fameuse dichotomie entre le bon nationalisme et le mauvais nationalisme. Hein, le bon nationalisme, pourquoi, entre autres, dans la Deuxième Guerre, il y a des pays qui se sont battus contre le nazisme. C'est parce qu'ils étaient nationalistes, ils voulaient protéger leur nation. La nation, c'est bon, ça leur permettait de lutter contre la dictature. Bon, ça, c'est le bon nationalisme, c'est le mauvais nationalisme. Bon, on entend beaucoup ça ces temps-ci, là, c'est fermé, c'est intolérant. Vous dites que cette dichotomie-là entre le bon et le mauvais nationalisme, c'est faux. Oui. Le nationalisme, les deux. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est de regarder les débuts de la nation, puis de ceux qui ont pensé le nationalisme ou qui ont dit des choses sur le nationalisme. Et dès le début, donc dès le 18e siècle, au moment où commence la mondialisation, il y a des gens qui ont commencé à dire des choses négatives à propos du nationalisme. Et c'était les gens qui voulaient la mondialisation, qui voulaient le commerce mondial, les grands propriétaires, les grands commerçants, qui disaient exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui du nationalisme, donc que c'était quelque chose de mauvais. Est-ce que il y a des gens qui disent qu'ils associent le nationalisme à quelque chose de négatif, mais il y a des gens aussi qui associent la mondialisation à des valeurs négatives, mais je me fais l'avocat du diable là, pour les fins de la discussion. Le mondialisme il y a des gens qui disent c'est comme un bulldozer qui pense sur les petites cultures et tout ça. Moi, je trouve on n'a jamais eu autant accès. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le cinéma. On n'a jamais eu autant accès à des films étrangers, des séries étrangères, par exemple, sur des plateformes comme Netflix. Il y a des gens qui regardent des séries israéliennes, des séries italiennes, etc. Donc, c'est pas nécessairement la mort des petites cultures, la mondialisation. Bien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être capable de distinguer deux formes de mondialisation différentes, ce qui est la mondialisation du capitalisme, qui est comme un système économique qui, lui, vise à standardiser, finalement, pour standardiser les produits, notamment les produits culturels, pour pouvoir vendre partout sur Terre la même maudite affaire. Tu sais. Oui. Donc ça fait mal aux cultures du monde. Ça fait en sorte qu'il y a une culture américaine qui s'uniformise un peu partout autour de la Terre. Mais il y a aussi une mondialisation sociale. Et elle, effectivement, je pense qu'elle est bénéfique. Donc, une mondialisation qui va peut-être faire en sorte qu'on va créer une citoyenneté mondiale, avoir une conscience qui va nous permettre peut-être de réussir notre victoire contre les changements climatiques.
Donc, je pense qu'il faut être capable de distinguer ces deux choses-là. Mais c'est drôle, hein, la mondialisation, c'est comme un bulldozer, comme vous dites, là, qui va vendre les mêmes films partout à travers le monde. D'ailleurs, quand on voyage, hein, on a de moins en moins de chocs culturel, hein? C'est les mêmes boutiques qu'on voit chez nous. Ouais. On entend la même musique dans les restos qu'on entend chez nous. Tu sais, on voyage pour quitter notre monde puis retrouver quelque chose de différent, puis on se retrouve à la même maudite place quasiment. Oui, tout à fait. Il y a Claude Lévi-Strauss qui dit une chose extraordinaire, qui parle de cultiver. On va cultiver on devient une espèce de monoculture autour de la Terre et on voyage pour espérer de retrouver la diversité perdue qui n'existe plus. Tu sais. Qui n'existe plus. Les gens sont habillés pareil, les mêmes vêtements, la même culture, de plus en plus la même bouffe et tout ça. Vous avez fait un choix à la fin de votre livre, d'ailleurs, vous avez fait un choix drastique dans votre vie personnelle. C'est pas seulement là des idées que vous défendez, mais vous essayez de les appliquer dans votre vie en disant, moi, je n'écoute plus de musique, par exemple, américaine et britannique. Je vais écouter dans ma vie de tous les jours de la musique québécoise strictement parce que je veux qu'elle vive, qu'elle fleurisse et qu'elle s'épanouisse. C'est assez drastique quand même comme décision. Pas strictement québécoise, mais en fait, c'est que moi, j'étais comme tout le monde auparavant, c'est-à-dire que, ou en tout cas, les gens de ma génération, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je sais que les gens de ma génération et les plus jeunes aussi, parce que j'enseigne, donc j'observe leur comportement, ils m'en parlent. Je sais que 90 à 95 de ce qu'on écoute, ça vient des États-Unis, ou en tout cas, ça vient de l'anglosphère, du monde anglo-saxon. Alors, moi, c'est simplement ça, c'est dire, globalement, l'Angleterre et les États-Unis représentent peut-être 5 de la population mondiale. Donc, ce que je vais écouter, ça va être... Pas seulement québécois, mais aussi peut-être de n'importe où. De petites cultures. L'idée, c'est des petites cultures, de toutes les cultures. C'est de dire, moi, ce qui vient des États-Unis, ce qui vient d'Angleterre, ça va représenter à peu près 5 de ce que j'écoute pour que ça reflète leur poids, finalement, sur la Terre. Je vais écouter des choses qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de l'Afrique, qui viennent des films de n'importe où, finalement, et d'ici aussi, évidemment. C'est ça, parce qu'on parle de biodiversité, hein, c'est très important, mais la même chose, la biodiversité, on peut l'appliquer aux cultures aussi. Là. Si la disparition de certaines espèces animales nous terrifie, nous inquiète, la disparition de certaines pratiques culturelles devrait autant nous inquiéter. Elle devrait nous terrifier parce que ce qui fait la sagesse humaine, c'est la culture. Donc, moins de culture, moins on va être équipé pour faire face aux défis qui nous attendent, qui sont titanesques, là. Et lorsqu'on regarde, moi j'aime beaucoup le cinéma, lorsque je regarde des films étrangers et j'essaie comme vous d'en regarder le plus possible, on se rend compte que finalement, on est tous pareils. On a toutes les mêmes angoisses, on a toutes les mêmes peurs, on a toutes les mêmes inquiétudes et s'ouvrir à la culture des autres fait qu'on comprend mieux l'autre. Complètement. Oui, tout à fait. Plus on est au contact de l'autre, comme vous le dites, plus on le comprend et plus on va être à même de tisser des relations qui sont harmonieuses et en toute solidarité. Là. Mais vous êtes enseignant. Vous enseignez à quel niveau? Au collégial. Au collégial. Vous le voyez, moi, j'ai 3 enfants, puis ils ne regardent pas de films québécois, puis ils écoutent très peu de musique québécoise. Ils sont branchés sur de la musique très anglo-saxonne, comme vous dites. Est-ce que ça vous désole? Est-ce que vous le comprenez? Mes enfants disent, les films québécois, c'est trop déprimant. C'est tout le temps déprimant, j'haïs ça, j'aime mieux regarder les films étrangers. On peut pas non plus les forcer. Est-ce que vous êtes pour l'imposition de quotas ou quoi? Moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir là-dedans. C'est que quand on les met au contact, moi, je trouve que comme mes étudiants, quand je les mets en contact avec des choses différentes, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Peut-être que c'est parce que je suis pas leur parent. Je sais pas, là. Oui. Mais je pense, ils sont pas du tout fermés. Bien au contraire. Quand je donne le cours d'histoire du Québec au niveau collégial, quand je le donnais, je voyais de la lumière dans leurs yeux. En fait, ils n'étaient pas du tout fermés. Il y en a évidemment, il y a toujours un certain pourcentage que, peu importe ce que tu vas faire, il ne va rien arriver, mais il y a aussi un autre pourcentage, au moins un bon tiers, ou même les 2 tiers de la classe, ils vont être tout à fait ouverts à ce qu'on peut leur proposer de nouveau. Là. Il y a quelque chose de triste quand même. Je suis convaincu qu'on rentre dans une classe collégiale et on leur dit c'est qui Michel Tremblay qui était si important pour la culture québécoise, puis ils ne sauront pas. Il y a 2 personnes qui ont la main, là. Mais ça veut dire... Moi, je blâme pas les jeunes. Hein. S'ils ne connaissent pas, c'est parce que nous autres, on n'a pas fait notre job de transmission.
Ben oui, c'est parce que nous-mêmes, dans notre propre génération, le nombre de gens qui s'intéressent à la culture québécoise est beaucoup plus faible qu'auparavant. Alors c'est sûr que la transmission est plus difficile dans ce temps-là. Puis il y a aussi juste l'effet technologique. Tu sais, nous autres, avant, quand on grandissait, ben il y avait un tourne-disque, puis c'était la même musique pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, mais là, maintenant, tout le monde a son appareil individuel et puis il écoute sa musique. Tu sais, donc, c'est ça. Il n'y a plus de culture commune, donc, mettons. Chacun a sa petite petit truc. Sur la jaquette de votre livre, Emmanuel Lapierre, Le duel culturel des nations, on voit deux coqs qui s'affrontent. C'est quoi? Ça représente quoi, ces deux coqs-là qui s'affrontent? C'est le choix de l'éditeur de la couverture. Donc, mais en fait, le duel culturel des nations, ce que c'est effectivement un duel entre une nation dominante et une nation dominée. Donc ça se déroule partout sur Terre. Et ça sera pas deux coqs de même force, alors. Là. C'est pas deux coqs de même grandeur, mettons. Là. A priori, non, mais c'est pas parce que la nation est dominée qu'elle peut pas nécessairement, qu'elle est vouée à disparaître. Donc, je pense qu'elle peut s'en sortir, notamment ici au Québec. Moi, j'ai écrit ce livre-là parce que je ressentais l'urgence. Je sentais qu'on était en train de disparaître lentement. Je le sens depuis des années. Et puis, donc, à un moment donné, je me disais, mais là, je peux pas mourir sans essayer quelque chose. Il faut que je pose un geste. Et puis, moi, la politique, ça m'appelait pas trop. Alors, j'ai décidé d'écrire ce livre-là. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans le duel culturel, c'est que le nationalisme de la nation dominante, il est caché. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas quelque chose qui est exprimé ouvertement. Donc, par exemple, un exemple que je pourrais vous donner, ici au Québec, le gouvernement souhaiterait vraiment et je pense la majorité de la population aussi, que tous les immigrants apprennent le français, tout à fait. Deviennent québécois, que ça devienne une seconde peau finalement, qu'ils fassent du Québec véritablement leur société d'accueil. Or, ça se passe pas nécessairement comme on le souhaiterait. Il y en a une bonne proportion qui vont plutôt choisir l'identité canadienne. Malgré tous les gestes du gouvernement, malgré tout l'argent qui est dépensé en francisation pour les accueillir et tout ça. Alors, pourquoi ça se passe pas? Bien, c'est parce que il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ne le souhaitent pas. Donc, ils souhaitent plutôt les attirer du côté canadien de la force, si j'ose dire. C'est ça. Mais c'est bon ce que vous dites, un nationalisme caché. Hein, en disant, nous autres, on n'est pas nationalistes au Canada, nous autres, on est ouverts. Vous, en voulant protéger votre langue et en votant des lois qui sont répressives, vous êtes nationalistes. Mais je m'excuse, mais vous faites du nation building, vous autres aussi, de l'autre côté. Bien, toutes les nations le font. C'est ça, toutes les nations le font. C'est dans ce sens-là que je dis que la séparation entre un nationalisme ethnique et un nationalisme civique, c'est pas vrai, en fin de compte, parce que c'est au Canada ou aux États-Unis, on va dire, ben nous, on a fondé notre nation sur le droit individuel. C'est ça qui nous lie ensemble, finalement, c'est la défense des droits. Mais en fait, peut-être que c'est probablement vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a un nationalisme caché qui s'exerce, qui vise l'assimilation de toutes les minorités sur le territoire. Bien, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe avait besoin d'aide monétaire pour se reconstruire. Les États-Unis ont dit, bon, on va vous aider, le plan Marshall, on va vous aider, mais en contrepartie, vous allez devoir consommer nos produits culturels. Absolument. Il va y avoir un quota et les films qui vont jouer dans vos cinémas vont être des films américains, tout ça. Donc, ils ont profité de la misère de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre pour imposer leur propre culture. Absolument. Ben, c'est ça, là. Et ça, c'est l'autre dimension du duel culturel des nations. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, le duel, ça passe dans les nations, mais ça passe aussi entre les nations à l'échelle internationale et qui fait en sorte qu'on a une espèce d'uniformisation très lente qui se déroule partout autour de la Terre vers une américanisation du monde, finalement. Et ce que j'aime de votre livre aussi, c'est que vous dites, il y a une guerre, là. Je veux dire, s'il y a une culture, une langue qui avance, il y a une culture, une langue qui recule. Oui. Tout, tu sais, je veux dire, on peut pas mettre l'agneau et le lion dans la même cage en disant ils vont bien cohabiter. Il y en a un qui va gagner, puis il y en a un qui va perdre. Ouais. C'est ça, soyons réalistes. Ouais. Ceci dit, ça veut pas dire que les nations dominées sont condamnées à perdre. Donc, je pense que... Vous êtes optimiste? Oui, moi, je suis quand même optimiste, surtout pour le Québec. Tu sais, disons que je suis moins optimiste pour les Tibétains, mettons. Là. Mais c'est beaucoup plus dur dans leur cas, étant donné qu'ils sont dans un régime autoritaire et tout ça de la Chine. Et nous, on est dans une situation qui est un peu meilleure, mais qui est aussi très difficile dans le sens où on est dans une mer anglo-saxonne de centaines de millions de gens
qui ne croient même pas à l'existence de leur propre nationalisme ethnique. Donc ça, c'est un problème, mais en même temps, on est quand même dans un régime démocratique qui est le Canada, et je pense que il y a moyen si on réalise notre indépendance avec les nations autochtones, je pense qu'on peut s'en sortir. Et à chaque fois que je vais dans un commerce et qu'on me sert en anglais, je demande d'être servi dans ma langue, et mes enfants roulent des yeux en disant « Papa, fais un scandale. » « Ben non, papa. Pourquoi tu te chicanes avec la personne? » Puis là, je dis « Oui, mais je me chicane pas. Je défends mes droits d'être servi dans ma langue chez nous. » Mais on dirait que pour les jeunes, c'est « Ah, non, c'est de la confrontation, puis on n'aime pas ça. » Oui, bien, c'est que ça, c'est... Bon, là, je sors un petit peu du livre en parlant de ça, donc c'est pas tout à fait dans le livre, mais effectivement, ce qui arrive avec la jeunesse québécoise dans les cours d'histoire au Québec, c'est que toute cette dimension de relation de pouvoir, elle est évacuée ou beaucoup évacuée de ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils ne la voient pas autour d'eux. Et l'histoire, c'est ça, c'est une confrontation. Et vous le dites très bien, bien sûr, on aborde très superficiellement votre livre, là, mais c'est un livre vraiment à lire. C'est un livre brillant avec des grandes réflexions, mais Emmanuel Lapierre, c'est un prof. Fait que c'est pas un livre pointu, là. Il est capable de vulgariser puis de parler de principe peut-être un peu pointu, mais de façon compréhensible. Et ça a été important pour vous. C'est une théorie originale, mais je l'ai écrite de manière à ce que ça soit accessible au grand public, particulièrement la jeunesse, justement. Ça s'intitule « Le duel culturel des nations ». Sur la jaquette, il y a 2 coqs de même grandeur, mais ça devrait être un gros coq et un poussin, mettons, à côté. Emmanuel Lapierre, merci pour votre livre et merci pour votre optimisme. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.